Donc nous achevons le cycle sur les révolutions bourgeoises avec le deuxième épisode ou la deuxième partie de la révolution anglaise. Et la fois dernière, nous étions arrivés, non pas dans la guerre civile, mais au bord de la guerre civile, après que le Parlement, contre l'avis du roi, ait donné force de loi à une de ces lois, et une loi qui disait quand même des choses très fortes. Pas d'impôt sans l'avis du Parlement. Tous les ministres du roi, tous les officiers civils et militaires, tous les juges nommés par le Parlement, ainsi que les précepteurs des enfants du roi, et les nominations de pairs ratifiées par le Parlement. Donc, évidemment... Attends, c'est à quel niveau des rois, là? Parce que je m'y perds, moi. Donc là, c'est Charles Ier. Ah oui, d'accord. Ah, oui. C'est Charles Ier. D'accord. Et donc là, c'est la décision qui met le feu aux poudres et qui nous amène dans la guerre civile. La guerre civile, 1642-1647, 5 années. Je vous préviens tout de suite, je vais la survoler de très haut, parce que décrire la guerre civile, ce serait quelque chose qui nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Je donne quelques indications. D'abord, les protagonistes, donc c'est bien clair, les protagonistes, c'est d'un côté les partisans de l'absolutisme et de l'autre les adversaires de l'absolutisme. Le pays, il est divisé aussi bien géographiquement, il y a des territoires acquis aux partisans de l'absolutisme et d'autres acquis aux adversaires. Il est divisé socialement, il y a des couches sociales d'un côté, des couches sociales de l'autre, et il y a quelques couches sociales qui sont dans un entre-deux, et puis politiquement, avec une distribution relativement nette des partis politiques. En ce qui concerne les atouts militaires, l'avantage est plutôt aux partis parlementaires bourgeois, je dis bourgeois, on va dire le parti parlementaire plutôt. Pourquoi? Parce que le parti parlementaire, il a l'avantage d'avoir l'appui populaire, de pouvoir s'appuyer sur la mobilisation populaire. À certains moments, nous allons le voir, cette mobilisation populaire, elle pèse plus qu'autre chose aux partis parlementaires. Ça leur pèse. Ils aimeraient bien que les niveleurs, le Parti populaire, ce sont les niveleurs, ou bien les londoniens, le peuple londonien, ils aimeraient bien à certains moments que le peuple reste chez lui. Mais non. Dans cette guerre civile, tu parlais de la guerre civile, Thomas Fairfax et Olivier Cromwell vont se distinguer comme chefs de guerre pour le parti parlementaire. La guerre se conclura par la reddition du roi aux Écossais en 1645, lesquels le livreront au Parlement anglais en 1647 après d'interminables négociations. Voilà, il y aurait encore d'autres choses à dire, je me contente de les évoquer, mais je ne les traite pas. Par exemple, il y aurait à aborder la question religieuse et ses manifestations dans les différents milieux sociaux. Il y aurait aussi à parler de la question agraire, à laquelle est liée une grosse question, les enclosures. Bon, on ne va pas en parler. Mais c'est important, parce que tout ça contribue à la colère populaire.
première période, première séquence, c'est d'abord le débordement niveleur. Nous sommes dans la guerre civile. C'est le débordement niveleur et ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire une contre-révolution partielle. On est là sur 2-3 années, 1647-1649. Les niveleurs, bon, ce sont les vainqueurs de la période précédente. Ils ont instauré la liberté de la presse, ils ont instauré la liberté religieuse. On va voir que, notamment pour la liberté religieuse, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est un mouvement populaire, les niveleurs, c'est un mouvement populaire qui se structure autour d'un certain John Lilburn. Et dans l'enthousiasme de la victoire, ça fonctionne bien. Ces revendications à ce mouvement, elles sont radicales. Suffrage universel masculin, dissolution de la Chambre des Lords, liberté religieuse, abolition de la dîme, rachat des redevances seigneuriales, suppression des enclosures, impôt sur le revenu, abolition du monopole des compagnies commerciales. Voilà. Au fond, c'est une république démocratique de petits propriétaires. République démocratique de petits propriétaires. Donc, va commencer une période d'intense activité politique, guerrière, d'intense activité, disons, historique, au cours de laquelle, donc, il y a Cromwell, le fameux Cromwell, qui va se distinguer énormément. Il est devenu, dans la période précédente, de la semaine dernière, l'homme fort du camp parlementaire. Et il a une autre caractéristique exceptionnelle, c'est qu'il va tout au long, déjà la période précédente, mais surtout au cours de la période qui s'annonce, celle d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va louvoyer entre le camp parlementaire et le camp presbytérien. Et vous vous souvenez peut-être, lors de la deuxième conférence sur les grands traits des révolutions bourgeoises, j'avais évoqué ce phénomène de ces hommes politiques qui chevauchent le tigre. Donc chevaucher le tigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire épouser les objectifs, les thèses, le discours, les objectifs d'un camp dont on n'est pas naturellement le représentant. Typiquement, dans la révolution hollandaise, le prince d'Orange qui épouse les objectifs du camp bourgeois. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire là. C'est un aristo. Et donc, a priori, ce n'est pas sa place. Eh bien oui, le prince d'Orange, en Hollande, il épouse les thèses et les objectifs des bourgeois. Oui, mais quand vous faites ça, eh bien, c'est comme si vous aviez, vous étiez installé sur le dos d'un tigre. Après, quand il faut en descendre, bonjour les dégâts. Hein, il faut vraiment trouver la minute ou la seconde adéquate pour en descendre sans se casser les reins. Donc, Cromwell, il est comme ça. Il est un peu comme le prince d'Orange, il lui ressemble beaucoup. Il chevauche le tigre des niveleurs. J'annonce tout de suite le dénouement de cette phase que nous allons étudier aujourd'hui. C'est la décapitation de Charles Ier. Hein, on le dit tout de suite. En janvier 1649. L'armée plébéienne contre le Parlement. Le 18 février 1647, la majorité presbytérienne du Parlement défie l'armée plébéienne en la dissolvant sans paiement, sans indemnité ni pension pour les veuves et orphelins de soldats, sans immunité judiciaire. Les troupes indignées élisent des délégués de soldats appelés agitateurs,
et dont beaucoup sont niveleurs de conviction. Alors, quel sens cette séquence, ce que vient de dire Hugues? Quel est l'enjeu? La majorité presbytérienne du Parlement, elle est effrayée par le débordement niveleur. Et qu'est-ce qu'elle voudrait? C'est restaurer le roi. Bon, elle songe à restaurer le roi. Mais dans cette partie-là, avec restauration du roi, eh bien, l'armée plébéienne, elle est de trop. Il faut la décapiter, l'immobiliser, la paralyser. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait empêcher, bien entendu, l'exécution du plan des presbytériens de restauration du roi. Donc ils veulent la dissoudre. Et ça, c'est la vision des presbytériens. Dans un premier temps, Fairfax et Cromwell et les généraux, dans un premier temps, Fairfax, Cromwell et les généraux ne trouvent pas que c'est une mauvaise idée. Ils condamnent les initiatives de leurs troupes qui vont contre ça, contre la dissolution de l'armée plébéienne, et même, dans un premier temps, ils matent les régiments acquis aux idées des niveleurs. Et puis, après, ils se disent, attention, la période qui vient de s'écouler, nous avons renforcé le camp des niveleurs. Il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Et donc, après avoir accompagné les visées des presbytériens, eh bien, ils vont revenir, changer leur fusil d'épaule, et ils vont en fait épouser celle des niveleurs. Bon, ça va contribuer à modifier le rapport des forces au profit des loyalistes. Donc ils vont par exemple refuser les dissolutions de régiments, alors que dans un premier temps, ils les accompagnaient, ces dissolutions. Le 25 mai, le Parlement va adresser aux niveleurs et aux responsables des armées un ultimatum auquel tous les régiments vont opposer une fin de non-recevoir. Wow. Les événements poussent l'armée à s'organiser. Un conseil de l'armée est créé en juin, formé des généraux et colonels et de 2 officiers par régiment. Le 15 juin, ce conseil doit aussi accepter sur son sein 2 agitateurs, entre guillemets, soldats par régiment. Une des premières décisions est d'accuser 11 leaders presbytériens des communes de trahison et de complot, d'adresser au Parlement un catalogue de propositions constitutionnelles et de marcher sur Londres, ce qui fait fuir les 11 mis en cause. Le 6 août, l'armée occupe Londres et le Parlement s'empresse de voter 1 mois de paye aux soldats et sous-officiers. Voilà. Donc le catalogue de propositions constitutionnelles, en anglais c'est Heads of Proposals, ce sont des propositions d'organisation constitutionnelle. Nous allons le retrouver, ce document, sur notre route. Entre l'été 1647 et le printemps 1649, quelque chose comme une vingtaine de mois, eh bien là va se jouer le drame de la Révolution anglaise en 3 temps. D'abord, alors c'est toujours Cromwell qui est au cœur des choses. Dans un premier temps, on va voir Cromwell face aux niveleurs. Deuxième temps, Cromwell contre les niveleurs. Et troisième temps, Cromwell qui défait les niveleurs. Cromwell face aux niveleurs. On a 2 ensembles de propositions qui sont en présence. Propositions constitutionnelles. Celui des niveleurs et celui de l'armée. La question est, est-ce que ces 2 ensembles de propositions
peuvent faire leur jonction. Est-ce que dans la bagarre, le Parlement ne va-t-il pas se trouver dissous par les uns ou par les autres? Est-ce que les niveleurs vont obtenir l'alliance des parlementaires radicaux? Bon, l'enjeu de toutes ces questions, c'est le maintien ou pas de la liquidation de l'ordre féodal. Le maintien ou pas de la liquidation des ordres, etc. Et de l'institution de la propriété. Pour aller vers quelles institutions exactement ces deux ensembles de propositions? Comment vont-ils se rejoindre et qu'est-ce que ça va donner exactement? Dans la situation présente de pouvoir multiples, qui fait que vous voyez ça va dans un sens puis ça va dans un autre, etc. Et bien dans cette situation-là, difficile de faire des plans sur la comète. Cromwell et ses amis vont louvoyer entre les niveleurs et le Parlement, entre les plébéiens et les classes dominantes traditionnelles. La discussion tourne beaucoup autour du suffrage universel. Cromwell est pour le suffrage censitaire. Les niveleurs hésitent entre suffrage universel absolu et suffrage universel relatif. Les proches de Cromwell vont rédiger des articles de proposition qui tiennent compte des diverses propositions en présence, mais qui, pour cette raison même, ne sont acceptables ni par les hommes, ni par les autres. Et donc, eh ben, il ne va rien en sortir de ce face-à-face. Et on va passer à un autre temps de la valse. C'est cette fois-ci Cromwell contre les niveleurs. L'atmosphère est autrement plus électrique en novembre 1947 quand s'annonce ce deuxième épisode. Le 4, le Conseil de l'armée adopte l'accord du peuple, une résolution comme demandant l'arrêt de toute négociation avec le roi, et décide un rendez-vous général de l'armée le 15 à Cockbush Field. Il s'agit de demander au régiment de faire acte d'allégeance au commandant en chef de l'armée, Thomas Fairfax, et au conseil de l'armée. Tout cela se passe entre l'avis de Cromwell. Celui-ci, toutefois, obtient de Fairfax d'exclure les agitateurs du conseil de l'armée. Mais le 11, coup de théâtre, le roi s'enfuit sur l'île de White. Et donc le rendez-vous du 15 est annulé, qui avait été prévu, qui avait été décidé le 4. Et le rendez-vous du 15 est annulé et il est remplacé par la convocation de différents régiments à 3 endroits différents. Cette manœuvre, cette manip, c'est pour tester l'obéissance des militaires. 2 régiments persistent à vouloir marcher sur Cockbush Field, aux couleurs des niveleurs, et les niveleurs ayant un exemplaire de l'accord du peuple agrafé à leur chapeau. Arrivent Fairfax et Cromwell, ils les exhortent à l'obéissance. Un régiment sur les 2 s'exécute, mais l'autre persiste dans l'insubordination. Suspense. Que fait Cromwell? Il s'engage avec son cheval dans la foule, épée à la main, et arrache les papiers au chapeau. Donc il y en a un paquet, hein, vous imaginez bien. Ça prend, il faut voir le temps que ça prend et la cérémonie que ça représente. La troupe subjuguée, elle fait silence.
une cour martiale est improvisée immédiatement par Cromwell et Fairfax. Fairfax est en retrait, c'est Cromwell qui est à la manœuvre. Une cour martiale improvisée condamne à mort 3 meneurs. L'un d'eux, désigné par tirage au sort, est fusillé sur place, devant tout le monde. Les 2 autres sont chassés de l'armée. Voilà. Et bien là, vous avez, on appelle ça une défaite en race campagne des niveleurs. Là, il n'y a pas photo. Ils ont perdu la première manche. Pendant ce temps, Charles Ier continue de négocier avec tout le monde. Il parie sur le débordement niveleur et anabaptiste, c'est-à-dire rebaptisé. C'est dans cet esprit qu'il négocie en secret avec les Écossais leur marche sur Londres pour le rétablir dans toutes ses prérogatives. C'est la Deuxième Guerre civile que Cromwell remportera une fois de plus en battant l'armée écossaise le 17 août 1648. Alors, vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une bataille, c'est Cromwell qui gagne. Hein. Je ne vais pas le traiter, ce sujet, mais je le pointe. Cromwell a créé ce qu'il appelait une armée nouvelle, particulièrement performante. Donc ça, c'est quelque chose dont se souviendront d'autres guerriers dans les temps qui suivront. Cromwell, quand il fait la guerre, c'est plié, il gagne. Donc, on n'a pas le temps de parler de l'organisation de cette armée nouvelle, de son esprit, hein, mais il y a un individu qui connaissait cette histoire. Le grand Charles. Le grand Charles, Charles de Gaulle. Ah oui. Il connaissait évidemment Cromwell. Bien, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'elle sinue par là? Eh bien, il a écrit au fil de l'épée, Charles de Gaulle. Oui. Et il avait des idées sur l'organisation de l'armée. Ah oui. Les partisans du roi vont encore se livrer à des manœuvres, mais bon, là, il y a une bataille qui a été gagnée, et l'armée victorieuse, elle va mettre un point final à tout cela. Bien entendu, elle va finir de rétablir l'ordre. Le 20 novembre 1648, le Conseil de l'armée adresse au Parlement une humble remontrance demandant l'arrêt des négociations avec le roi et la mise en accusation de celui-ci. Le 6 décembre, un régiment occupe la Chambre des communes sur ordre de Cromwell, mais à l'insu de Fairfax. Vous voyez qu'entre les 2 hommes, disons, l'accord n'est pas à 100% non plus. Une centaine de députés sont expulsés, purement et simplement, et ne reste dans la Chambre des communes que ce qui a été appelé un croupion, où les indépendants ont enfin la majorité. C'est un coup d'État. Il faut appeler un chat un chat. Cromwell se donne l'air d'appliquer le programme des niveleurs, ce qui est bon pour sa popularité, mais en appliquant non leur programme. L'accord du peuple, mais le sien, its of proposals. En outre, il fait l'économie d'une dissolution du Parlement, et cela aussi déçoit les niveleurs. En janvier 1689, ces derniers mettent fin à leur dialogue avec Cromwell. Voilà. Et après, les événements s'accélèrent. Le 6 janvier, la Chambre des communes, se passant de l'accord des lords, élit la haute cour. Donc ça, c'est la haute cour qui va s'occuper du roi. Le 29, 23 jours plus tard, 3 semaines plus tard, on va dire, Charles Ier est condamné à mort. Le 30, exécuté. Le 13 février, un conseil d'État d'une dizaine de personnes est élu pour gouverner le pays et Cromwell en est le président. Le 17 mars,
3 semaines plus tard, la royauté est proclamée abolie. Le 19 mars, 2 jours plus tard, la Chambre des Lords est abolie à son tour. Le 19 mai, 2 mois plus tard, la République est proclamée. Et il y a quelqu'un ou un groupe dont on n'a pas encore réglé les comptes, ou le compte, c'est les niveleurs. Donc là, les niveleurs, ils numérotent. Il est temps pour eux de numéroter leurs abbaties. Et donc c'est le 3e temps dans cette séquence que j'annonçais. Là maintenant, on va voir Cromwell qui va battre, défaire les niveleurs à leur tour. Bon, on a parlé de république proclamée, c'est une république qui est en réalité une dictature des généraux, évidemment. Des généraux qui prient entre la réaction presbytérienne et le radicalisme niveleur, frappent une fois à gauche, une fois à droite, Cromwell incarnant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, incarnant à merveille ce louvoiement de génie entre les possédants et le peuple. Les niveleurs sont déçus. Cromwell cherche à les isoler. Il va jeter son dévolu pour ce faire sur la répression de la révolte irlandaise, car certains secteurs petits bourgeois que les niveleurs influencent ont aussi des ambitions colonialistes. Les niveleurs, eux, dénoncent l'oppression des Irlandais et le Conseil de l'armée leur emboîte le pas. Ils votent le 25 mars que l'armée ne doit pas exproprier les Irlandais. Même cause, mêmes effets. Les meneurs sont arrêtés. Le 25 avril 1649, un régiment en attente de partir pour l'Irlande se mutine. 15 meneurs passent en cour martiale, 5 sont condamnés à mort, 4 sont graciés par Cromwell. 1 est fusillé. Son enterrement, le 29 avril, fut la plus grande manifestation populaire de la Révolution anglaise. La personne fusillée, Robert Lockyer. Je ne sais pas s'il est connu ce... Non. Non, il n'est pas connu. Le 10 mai, 4 autres régiments se mutinent et refusent de partir. Cromwell poursuit l'un d'eux avec une armée de 2000 hommes sûrs et qu'est-ce qui se passe? Il les bat. C'est la bataille de Burford et c'est cette bataille qui marque la défaite des niveleurs. Au retour, à Londres, Cromwell et Fairfax vont avoir droit à des honneurs. Ils vont être faits docteurs honoris causa par l'université d'Oxford et fêtés le 7 juin par un banquet de la municipalité de Londres. Ils ont sauvé les riches de la bête niveleuse. Quand même, il faut marquer ça. Le mouvement niveleur, donc il a été une première fois humilié à Cockbushfield, puis défait à Burford. Il est désarticulé, dispersé, divisé, réprimé, découragé. Enfin, il a le moral dans les chaussettes. Sa défaite marque un tournant de la Révolution anglaise. La mobilisation populaire qu'il est portée, elle s'est essoufflée et la relation de confiance avec eux, avec leur organisation, elle affaiblit. Alors qu'il n'en a rien été en ce qui concerne l'armée. Elle a gardé la confiance du peuple, alors même qu'elle est issue de la même mobilisation. Les niveleurs et l'armée, c'est le même mouvement populaire. Mais l'armée, elle garde la confiance du peuple. Et pourquoi il en est ainsi? C'est parce que quand on dit l'armée, ben, il faut dire Cromwell, le grand gagnant de toutes les batailles qui se présentent, etc. Et Fairfax aussi. Même si, attention, Cromwell et Fairfax, je crois que je l'ai déjà suggéré plusieurs fois, ce ne sont pas des niveleurs, pas du tout. Pas du tout. Mais ils représentent un moindre mal
y compris aux yeux des niveleurs et en tous les cas aux yeux du peuple en général. Pourquoi un madremal? Parce qu'il représente une garantie contre le retour du régime féodal. Ça, personne n'en veut. Personne n'en veut. Enfin, personne. Si, les presbytériens, oui, ils voudraient bien le retour du régime féodal. Mais le peuple. Donc maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que les nouvelles institutions qui sortent de tout ça, elles vont tenir le coup? Donc, troisième séquence que l'on va appeler l'impossible république des généraux, puisqu'il s'agit bien d'une république des généraux, 1649-1660, 10-12 ans, et la restauration monarchique. Eh bien, la république fondée par Cromwell va se révéler instable. Cromwell et les indépendants eurent beau en rabattre continuellement sur leurs projets de réforme et aller de plus en plus vers le conservatisme social, ils trouvèrent toujours les classes possédantes sur la route. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ces dernières étaient prêtes à admettre des institutions républicaines, mais c'était tout. Elles ne voulaient pas des généraux à leur tête et pas de concessions aux plébéiens. Pas de base sociale de ce côté-là, donc. Le problème est que les Cromwelliens ne pouvaient pas non plus espérer s'appuyer sur l'autre camp, celui des plébéiens ou des niveleurs, parce qu'ils les avaient écrasés quand même, n'oublions pas, et aussi pour une autre raison, c'est qu'ils leur avaient refusé le droit de vote. Quant à la majorité presbytérienne du Parlement, arc-boutée sur les intérêts des possédants, il n'y avait rien à attendre d'elle. Quand elle ouvrait la bouche, c'était immanquablement pour réclamer la suppression de la tolérance religieuse et la dissolution de l'armée jugée trop démocratique. Dans ces conditions, les dissolutions du Parlement se multiplièrent et l'exécutif ne se priva pas, en 1653 par exemple, pour désigner lui-même les parlementaires. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne restait donc à Cromwell que, une fois qu'on a éliminé tout ça, il ne reste que la force militaire et policière. Et les généraux, la force militaire et policière. La pente autoritaire du régime va s'affirmer au fil des ans. Certains auteurs vont même jusqu'à aller parler de dictature militaire. Bon, le milieu niveleur, il est désarticulé, j'ai dit tout à l'heure, mais j'ajoute ou j'apporte une nuance, désarticulé, mais pas assez cependant pour ne pas pouvoir fomenter des tentatives d'assassinat de Cromwell. Aucune ne va aboutir, mais il va y en avoir. Et puis il va arriver ce qui devait arriver un jour ou l'autre, Cromwell meurt en septembre 1658, et là le régime est dans l'impasse. Tous sont lassés par 20 années de troubles et on arrive à souhaiter le retour de la monarchie, soit côté possédant, pour en finir avec les mesures favorables au peuple, soit côté des masses populaires, pour en finir avec l'arbitraire des généraux. De sorte que quand le fils de Charles Ier, c'est Charles Ier, le pauvre roi décapité, quand le fils de Charles Ier va proposer une solution de compromis, eh bien, elle va être acceptée. Et le fils de Charles Ier, il va monter sur le trône sous l'appellation de Charles II. Il monte sur le trône en 1660. Sous son règne, les tensions vont s'apaiser progressivement, ce qui ne va quand même pas empêcher le Parlement de faire voter en 1679 une loi protégeant l'individu contre les arrestations arbitraires. Le nom de cette loi, l'habeas corpus, il est connu. La monarchie est rétablie
mais non l'Ancien Régime. La législation anti-absolutiste de 1641 n'est pas abolie. L'Angleterre est bel et bien passée au capitalisme. La meilleure preuve de l'accomplissement de la révolution bourgeoise, malgré la restauration monarchique, est donnée par les événements de 1685 à 1688. Alors, ces événements 85-88. Quand Jacques II, en 1685, tente de rétablir l'absolutisme, il va être prestement renversé et exilé. Quand son beau-fils, Guillaume d'Orange, Guillaume d'Orange, on a déjà entendu parler de cet homme, lui succède en 1688, eh bien, Guillaume d'Orange, qui est un aristocrate, il accepte de signer le Bill of Rights, la charte des droits, qui limite pourtant drastiquement les prérogatives royales. Mais le temps a passé, les événements sont passés par là. 1688-1689 sera ultérieurement baptisée la Glorieuse Révolution, Glorious Revolution, ou aussi baptisée la Seconde Révolution. La première, c'est celle de 1642-1660 que nous avons vue. Mais bon, cette Seconde Révolution, ou Glorieuse Révolution, elle n'était que la réaffirmation de ce qui s'était passé entre 42 et 60. La Seconde Révolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achève de renforcer le rôle du Parlement face à la couronne, et même avec la complicité de Guillaume d'Orange. Un État bourgeois est né, sous la forme d'une monarchie parlementaire, étroitement censitaire et socialement conservatrice. Voilà. Quel bilan des années Cromwell? Alors bilan, il faut le mettre entre guillemets, beaucoup de guillemets, parce que ce serait trop long de faire un vrai bilan. Mais il faut quand même signaler que ce bilan est convaincant, en dépit de tout ce qu'on vient de dire la semaine dernière et cette semaine. Il est quand même convaincant. Pourquoi? Parce que Cromwell a de l'argent, grâce à la vente des terres confisquées aux royalistes et à l'Église. Oui. Ah. Mais aussi grâce, d'une manière plus normale, entre guillemets, mais aussi grâce aux impôts indirects qu'il a rationnellement organisés. On considère que l'administration sous Cromwell fut sans doute la plus rationnelle, la plus honnête et la plus efficace du XVIIe siècle. Et peut-être même aussi, selon certains autres auteurs, du XVIIIe. Donc voilà, ça se traduit par un rendement des impôts très important. Quelques autres indications éparses. C'est sous Cromwell, je ramène tout à Cromwell parce que c'est simple, hein, c'est une facilité. C'est sous Cromwell qu'un service de poste des lettres a été organisé pour l'ensemble du territoire. Ce qui suppose un minimum d'organisation, etc., etc., je passe. Les services de diligence réguliers sont généralisés. Autre symbole, tous les châteaux forts sont rasés. Gros symbole du régime féodal. Et les Juifs sont réadmis en Angleterre. Elle prend sous sa protection tous les protestants du continent. En Écosse occupée par la paysannerie, est libérée des droits féodaux. L'Angleterre devient une grande puissance qui aligne la plus grande marine d'Europe. J'en conclus que pendant tout ce temps, la marine nationale s'est développée. Et la plus grande marine d'Europe, et qui surclasse les Pays-Bas. C'est l'enjeu aussi, hein, j'en ai pas trop parlé.
Je l'ai un peu dit peut-être après la Révolution hollandaise, mais c'est aussi l'enjeu hein, entre l'Angleterre et les Pays-Bas, évidemment. Si Monsieur Liez veut bien se donner la peine. Je ne sais pas du tout. Parce que je regardais la dame à côté de la main gauche. Petit à petit, cependant, la dimension internationaliste de la politique étrangère de Cromwell s'efface au profit de dimensions impérialistes. Voilà. Parce que la dimension impérialiste, l'Angleterre, c'est le moment où elle prend beaucoup d'importance. Elle est en train de faire la première révolution industrielle. Elle fait la révolution industrielle, pour ainsi dire, un siècle avant la France. Et donc, là, il se passe beaucoup de choses. Les enclosures sont en cours, là, hein, vous avez vu, ça castagne autour des enclosures. Je ne l'ai pas évoqué parce que j'en ai parlé en février de je ne sais plus quelle année. Mais il y a aussi ça. Hein, les enclosures, on confisque des terres. Et donc l'Angleterre est en train de prendre beaucoup de surface industrielle, financière, et elle va, avec sa marine, elle va commencer à conquérir des terres. Voilà la Révolution anglaise, le deuxième temps de la deuxième partie de la Révolution anglaise. Le débat est ouvert. J'ai pas trouvé ça facile non plus de résumer cette partie. J'ai pas trouvé, pas plus facile que la première d'ailleurs, aussi difficile que la première. Toutefois, un tout petit peu moins compliqué que pour la Révolution hollandaise. La Révolution hollandaise, le truc, c'est qu'il y a deux événements qui s'entremêlent. La libération par rapport aux Espagnols, la libération nationale et la Révolution bourgeoise. Là, au moins, on a le même combat qui suit son cours. Non, ce que je trouve, c'est que pour nous, encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup, je suis jamais trop entrée dans les révolutions anglaises. Voilà, et dans l'enseignement scolaire, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que là, c'est déconcertant par rapport à notre histoire, parce que on a l'impression qu'il y a une orchestration de tous ces événements révolutionnaires, excusez-moi, et que tout se passe, alors je vais dire des grosses bêtises, avec fair play. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air organisé, beaucoup plus que notre bazar révolutionnaire à nous. Ça me donne cette impression maintenant. Voilà, est-ce qu'il y a des réponses à ça? Je ne sais pas, parce que... Alors, est-ce que c'est l'introduction de Cromwell, qui est quand même un dictateur, enfin, entre guillemets, qui tranche avec cette monarchie entre le peuple et ce gars-là? Oui. On n'a pas, nous, cette... Cromwell, c'est sûr, mais sous le contrôle de nos amis qui ont des attaches anglaises, j'ai envie de dire peut-être le rôle du Parlement. Parce que le Parlement, il a un rôle bien avant la Révolution, oui. Bien avant, oui. Au moins 2 siècles avant. Oui. Et n'oublions jamais une chose, c'est que les impôts, c'est lui qui les vote. Et que c'était une avancée bien plus... Enfin, une avancée par rapport à nous, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, attention, quand je dis que c'est lui qui veut les voter, n'oublions pas, on l'a vu la semaine dernière, pendant des décennies et des décennies, le Parlement ne vote pas les impôts. Le roi se passe du Parlement.
il s'assoit sur le Parlement et le roi, on va dire, bricole, entre guillemets, en vendant nous on dirait en France, des officialités, des charges administratives. Donc il vend ça et ils arrivent à boucler, je ne sais pas si c'est quelque chose qui leur permet de tenir un train de vie correct, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Bon, mais en tout cas le Parlement, dès qu'il en a l'occasion, il reprend ses droits. Et puis quand même, il donne force de loi à une loi qui dit des choses extrêmement audacieuses, et voilà, il fait une ordonnance. Hein. Quand je dis qu'il donne force de loi, il prend une ordonnance. Donc moi je pense qu'il y a le rôle du Parlement. Cromwell, bon, bien sûr, Cromwell, je pense que c'est quelqu'un qui a un rôle important. S'il n'y avait pas eu... C'est bête de dire ça, hein. S'il n'y avait pas eu Cromwell, comment les choses se seraient-elles passées? Personne ne peut le dire. Mais on peut dire que Cromwell, il a eu un rôle déterminant pendant très très longtemps. Et c'est un type de pouvoir étonnant, quoi. Qui sert presque, je sais pas moi, je dis pas de personnes tempérées, mais qui fait tampon entre un pouvoir populaire et... Pas un pouvoir populaire, mais une force. Non, une force, une tentative de... Un mouvement. Voilà. Et le Parlement. Et le Parlement. Et les aristocrates. Et voilà. Enfin, je sais pas, mais oui, je m'y connais pas. Et il fait ça pendant un paquet d'années. Il va de l'un à l'autre et il impose sa loi, pas sa loi, mais il impose ses objectifs à chacun, tour à tour. Mais ce Parlement en question, il vous représentait qui en fait? Les aristos. Alors, il y a la Chambre des communes et la Chambre des lords. Quelle importance? La Chambre des communes, mais comparativement au Parlement, pas grand-chose. Ah, ça, je peux pas te le dire. Je ne sais pas quel est l'effectif de la Chambre des communes par rapport à la Chambre des lords. Et notre ami anglais, les secrétaires. Ils votaient pas ensemble. Hein. Non, ils siègent séparément. La Chambre des lords, c'est les aristocrates, et la Chambre des communes, c'est les bourgeois. En Nantes, je ne sais pas. Il y avait des centaines dans les deux assemblées. Ouais. Mais il y avait des aristocrates dans la Chambre des communes. Hein. Ah, aussi? Ah, mais si. Ils sont présents dans les deux? Pour les comtés et les villes de choisir le représentant. Et les bourgeois, ils ne sont que dans la Chambre des communes. Ah oui, parce que les lords, c'est l'aristocratie, oui. Enfin, la grande aristocratie. La grande aristocratie. Il faut préciser, alors que le gentry, par exemple, il y en avait plein dans la Chambre des communes. Hein. Chambre des communes. Et ils ne sont pas dans la Chambre des lords, les gentry? Non, parce qu'il suffit d'être le chevalier. Hein. Je crois que ça c'est ça. Hein. Ça ne suffit pas pour être dans la Chambre de lords. Il faut être. Les lords, c'est la classe supérieure. Oui, duc, marquis. La haute aristocratie. Oui. Et il y avait quelques centaines. Hein. C'est vrai qu'on a ce sentiment qu'il y a des protagonistes qui se succèdent, qui prennent des décisions souvent d'une audace folle. Hein. Bon, quand Cromwell fend la foule à Cockbushfield, c'est un truc de fou, ça. Bon, et donc c'est ça. Oui, on a l'impression que c'est quelque chose de théâtral. De théâtral.
Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais... Non, mais il ne faut pas oublier que Cromwell croyait bien qu'il était mis là-bas par Dieu. Ah oui. Ah. Il croit sincèrement. Oui, oui. Hein. Alors, il faut voir aussi, peut-être que... Mais bon, je ne m'y connais pas vraiment, mais... dans cette période, depuis longtemps, il y a eu les guerres de religion qui ont abouti à une société fragmentée quand même, si je me souviens bien, avec les baptistes, les... Ah non, mais pas des guerres en Angleterre. Non. En Irlande ou en Écosse, oui. c'était autre chose. Oui. Mais pas en Angleterre. Mais en Angleterre, il y a quand même toute cette période, même avant, quoi, toute cette période qui a abouti à des fractions de religieuses. Et c'est peut-être plus facile là, pour un Cromwell par exemple, de donner, de finalement faire une autorité qui dépasse tout ça. Il y a un facteur qui me vient à l'esprit dans la suite de ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement l'Église, elle a été spoliée 2 fois par Henri VIII, Ouais. quand il a mis en place l'Église anglicane, il a confisqué les terres et les bâtiments ecclésiastiques. Il les a confisqués, et les terres et les bâtiments. Et après, il a tout revendu. C'est comme ça qu'a été instituée la gentry. La gentry, ce sont des bourgeois qui avaient les moyens de racheter tout ça et qui sont devenus des propriétaires fonciers d'un nouveau genre, on va dire, aux hormones, on va dire. Et qui a renforcé le capitalisme. Et c'était des bourgeois, ils ont renforcé le capitalisme. Mais surtout, l'Église s'est trouvée affaiblie. Et rebelote du temps de la Révolution anglaise, elle a de nouveau été spoliée. Spoiler, c'est autre chose. Spoliée. Elle a de nouveau été spoliée, et que restait-il de la capacité de nuisance de la religion dans ces conditions-là? Mais le fait qu'il y a eu la rupture de ce que tu parlais, la première partie, avec l'Église de Rome, donc tout ça, ça jouait en même temps, si on prend l'influence de la papauté, etc., qui avait des siècles d'expérience, etc., et là, quand même, l'anglican, c'était nouveau, donc il y avait de l'inexpérience. C'était instable. Mais moi, il y a plusieurs choses qui m'interrogent. D'une part, là, j'apprends énormément des choses. Je croyais qu'en France, on était les seuls à avoir décapité un roi, et les Anglais, ils ont commencé avant nous. Tu savais pas? Ah, oui. Non, pas du tout. Ah ouais, oui, mais... On connaît peu de choses sur oui, c'est vrai. On ne se penche pas assez sur la raison pour laquelle je disais à Victor la semaine dernière, on rigolait de ça, raison pour laquelle en France on parle très peu de la Révolution anglaise, parce qu'elle ne nous a... Mais je crois aussi pour l'Église anglicane, pendant les 20 années, il y avait beaucoup de changements à l'intérieur. Il y avait aussi des sectes à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de changements à l'intérieur. Et quand il y avait la Restauration, il y avait des c'est quoi, c'est ça, pasteurs ou prêtres, je ne suis pas sûr, qui étaient virés de l'Église anglicane et qui sont passés dans les sectes dissidentes. Et donc le système était instable. C'est pas que c'est instable, mais c'était pas monolithique. Même avant 1640, mais surtout après, ou à l'intérieur, où il y avait les églises dissidentes, presbytériennes, congregationalistes, et même
c'était une toute petite minorité, mais quand même une signe, les Quakers. Ah, les Quakers. Oui, ah, qui étaient qui partaient, qui sont juste pas beaucoup tolérés, mais quand même tolérés un peu. Hein. C'était peut-être... Et il y en avait d'autres... les presbytériens, oui, presbytériens, les calvinistes, unitariennes. Qu'est-ce qu'il y avait encore Et les puritains. Ouais, mais les puritains existaient à l'intérieur de l'église. C'est comme je disais, l'église anglicane, c'était, au point de vue religieux, était très divers. Hein. Et moi, parce que, après tout, la période, c'était pas une période où l'autorité, dans quelque sens, a été acceptée. Parce que je voulais demander... Parce qu'il y avait trop de... Oui, moi, je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas si on peut parler de la liberté de la presse, mais les gens prenaient la liberté de la presse. Prenaient. Oui, même si la loi ne le permettait pas. Ah oui. Et c'était une discussion... Milton a écrit une brochure assez bien connue par le titre, mais pas beaucoup connue, pour disons qu'il fallait laisser la liberté de la presse. Jean-Pierre. Ouais. Alors, c'était absolument pas le cas avant 1640. Hein, je m'interroge sur une question, c'est que est-ce que la culture avec Shakespeare et d'autres auteurs d'avant, comme nous, à la Révolution française, au siècle des Lumières, n'a pas influencé le peuple parce que c'est assez surprenant, parce qu'il y a quand même une recherche de la démocratie à travers, en tenant compte de la monarchie, etc., mais ils ont remis en cause, il y a les assemblées élues, etc., tout cela, et quand on lit, mettons, Shakespeare et d'autres, j'en parle un tout petit peu parce que ma femme était spécialiste shakespearienne, et il donnait des idées, comme nous en France, on a des auteurs qui, j'ai un trou de mémoire, très connus, qui se moquaient des rois, Molière, Voltaire, tout ça. Je pense que ça a dû jouer sur l'influence pour que le peuple arrive à accepter, parce que on a vu, nous, la Révolution française, c'était très dramatique, hein, la guillotine a marché pour les uns, pour les autres, mais c'est lié aussi au développement culturel, enfin je pense, parce qu'il y a quand même quelques pièces de Shakespeare, bon, certains disent qu'il n'a pas existé, mais qui sont fabuleuses sur comment on peut voir la société. Là, je crois qu'il faut faire un retour sur le début de la conférence de la semaine dernière. C'est très important. Souvenez-vous, quand j'ai fait la contextualisation, avant de parler de la Révolution anglaise, on a parlé du contexte. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que par différents côtés, la société anglaise, elle est travaillée par l'émergence, la poussée des logiques marchandes. Pourquoi? Parce que vous avez le phénomène de Londres. 450 000 habitants sur un pays qui en comptait, si je le retrouve, le chiffre, 6,5. 6,5. 450 000 habitants rassemblés. Donc tous ces gens-là, il faut les loger, les nourrir, les vêtir et les occuper, tout ce que vous voudrez. Et là, ça ne peut pas être résolu dans un cadre de petits commerçants et de petits artisans. Pas possible. Donc il faut une organisation particulière, efficace, souple, labile, qui s'adapte, etc. C'est une première chose.
Deuxième chose, l'Angleterre n'a pas d'armée de terre. 6,5 millions sur une île. À quoi ça servirait? Par contre, elle a une marine. Mais une marine, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bateaux. Et tout un tintouin autour. Ça veut dire une industrie navale. Et toutes les industries qui vont avec. Vous savez, aujourd'hui, quand on crée une usine quelque part, vous créez 1000 emplois, vous avez 1500 ou 2000 emplois induits. À l'époque, ça va vers ça. Ça aussi, ça pousse à la logique marchande. À quoi je veux en venir? C'est que, qui dit logique marchande, dit une offre, une demande pour des milliers et des milliers de produits différents qui se font face tous les jours, avec des prix qui émergent. Si ça ne va pas bien, quelqu'un quelque part régule ça. En France, on sait bien, en France, la royauté, à quelques années de la Révolution, elle s'occupe du marché des grains. Et Condorcet rédige un mémoire. Bon, etc. En Angleterre, c'est pareil. Donc, vous avez, dans les tréfonds de la société, pas dans les institutions, pas dans les sphères médiatiques, entre guillemets, nous sommes au XVIIe, pas dans les sphères médiatiques, ni dans les sphères institutionnelles et politiques, mais dans les tréfonds de la société, là où ça se passe, eh bien vous avez une poussée magistrale vers l'égalité. Le marché, c'est ça. Chacun est égal à l'autre. C'est ça. Là, je suis en train de faire mon petit Marx. Marx, il explique dans Le Capital que la logique du marché, elle exige que chacun soit l'égal de l'autre. On ne va pas dire, toi, tu as plus de droits que moi. Ça, c'est pas le marché. Donc le marché, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc, oui, là, je vais vite, j'avance vite. Mais chez nous, on va finir par dire ça. Bon, au XVIIe, les Anglais ne disent pas ça, mais voilà. Et la Chambre des communes, elle est travaillée par cette logique-là. La gentry, Victor, tu me dis si je dis des bêtises, mais la gentry, ce sont des hommes d'affaires. Parfois. Ils avaient des terres. Ils avaient des propriétaires fonciers. Oui. Ce qui était impensable pour nous. Chez nous, c'est impensable. Et une rentabilité de l'empire colonial. Parce que à cette période, et encore plus après, bon, la France aussi, mais le fait d'avoir exploité dans d'autres pays toutes les richesses, ça permettait d'avoir un trésor pour ce pays, sans compter que sur la richesse produite en Angleterre. Hein, parce que c'est pour ça qu'il y a eu ces conflits avec l'Espagne, le Portugal. La Hollande, elle a vite perdu sa place. Ouais. Hein, si on regarde, moi quand j'étais à l'école primaire, il y avait la carte du monde. Si vous voyez entre les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, le Brésil, c'était colossal. Hein, donc ça, c'était des richesses qui venaient d'ailleurs, qui étaient pillées ailleurs, qui permettaient le développement de l'Angleterre, comme tu l'as dit, parce que ça aurait pu... je pense que avec la propre production locale, etc., c'était un pays très pauvre, comme la France, n'aurait pas pu se développer comme on a pu le voir. Non. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, je l'ai pensé tellement fort que tu l'as sorti. Ah bon? Oui, mais ça, on le dit presque à chaque fois, hein, Oui, c'est ça. que le capitalisme passe Je ne dis plus rien, Excusez-moi. par de la rapide. je ne peux pas faire le trouble de la fête, quoi. Non, mais il faut toujours le dire parce que on nous propose dans l'idéologie des puissants du moment, nous propose un roman
un roman des bourgeois vertueux, épargnants, et qui, avec leur épargne, investissent des capitaux monstrueux et font des profits fabuleux. Donc ça, c'est un roman, c'est un conte de fées. La vraie source de la richesse, enfin de l'accumulation primitive capitaliste, c'est les grandes découvertes, l'exploitation éhontée des Amériques, et pas que, bien entendu, enfin, etc., etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'on nous raconte bien. Hein. Mais on ne fait pas le lien avec le développement industriel qui va venir après. On ne nous explique pas le lien. Donc c'est important, juste une minute. Quand je vous raconte ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les forces qui poussent en dessous de la table pour le marché, l'égalité, etc. Eh bien, c'est une approche matérialiste historique des sociétés. C'est-à-dire aller chercher les réalités des rapports sociaux de production qui se développent jour après jour, mais dont on n'a pas forcément conscience. On ne voit que le résultat, on ne voit que les marchandises. Le pain, le beurre, le vin, c'est ça qu'on voit, le fétichisme de la marchandise. Mais on ne se rend pas compte qu'il a fallu les produire, les fabriquer, les inventer, certains produits. Et donc ça, c'est la poussée des rapports sociaux de production sous la table. Et au-dessus de la table, c'est les superstructures idéologiques, politiques, médiatiques. C'est un anachronisme de dire ça comme ça, bien entendu. On est au XVIIe. Bon, mais aujourd'hui, on peut dire système politico-médiatique aujourd'hui en France, mais à l'époque, non, bien sûr, hein, attention. On va juste dire médias. Bon, voilà, ça c'est une approche matérialiste historique. C'est juste pour, disons, décoder ce que j'ai fait. Moi j'ai une question à propos là, de je n'ai pas pensé, ça me vient maintenant. Là. Quel bilan des années Cromwell? Et dans le bilan, il y a les Juifs sont réadmis en Angleterre en 1655. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que parce que moi je savais pas moi, que je pense que c'était du côté de Cromwell. Hein? Moi j'en déduis, je ne connais pas l'histoire dans le détail. Ce que j'en déduis, c'est qu'ils avaient été expulsés. Mais qu'ils avaient expulsés. 1290. Pardon, combien? 1290. Ah oui, rien que ça. Ben oui. Wow. Ils étaient ou tués ou expulsés. Ah tiens, et ils étaient bien spoliés, évidemment. Ah oui, 1200. Et spoliés aussi, bien sûr, tant qu'à faire. Oui. Et comment, il n'y a pas un événement déclencheur C'est pour ça. Il y avait des aristocrates qui avaient prêté de l'argent. Ils ne voulaient pas repayer. Ah, c'est ça l'histoire. Et le nombre de juifs en Angleterre à l'époque, c'était vraiment petit. C'était c'est le réadmis, c'est pour ça que je pose la question. Parce que je pensais ils avaient été expulsés bien avant. En 1290. Ouais. Et donc c'est de la rapine. C'est de la rapine. En gros, oui. Pour pas rembourser. En 1200 Tu vois, oui, 1290. Donc en faisant... 3 siècles avant. L'époque de Saint-Louis, c'est lequel? Je sais pas les dates, mais je sais que c'est lui qui avait... Et au moment de la énième croisade, la Saint-Louis, ça avait dû... La 13e. C'est très ancien. Au moment de même époque. Mais la communauté juive, moi je pense que les anciens... À Nice, les Crémieux sont venus en 1654. Mais en réalité, ils n'avaient pas le droit d'acheter, mais c'était des grands commerçants. Et ils avaient des liens dans toute la Méditerranée.
après ils ont été expulsés, soit il y a eu ou surtaxés, donc une partie de la branche se sont installés à San Remo en Italie et jouaient là-dessus. Et en fin de compte, l'histoire sur Nice, hein, c'est pas l'Angleterre, mais le comté de Savoie et de Sardaigne a fait revenir les Juifs, puisque l'économie du comté de Nice c'était catastrophique, parce qu'ils avaient ces liens commerciaux. Pour quelle raison il y avait ces liens commerciaux? Parce qu'ils étaient persécutés de partout, donc ils avaient des métiers dans l'or, dans les vêtements, etc. Moi, je sais que nos familles, c'était les vêtements qui fabriquaient et qui ont développé, qui avaient ce lien. C'est-à-dire que chaque fois, ils avaient une richesse importante. Donc, les pays les acceptaient et ils s'installaient à la rue, les Juifs, il y avait le quartier juif Benoît Bunico. Donc, ça a dû se passer la même chose. C'est que, mettons, les Crémieux, bon, j'arrête là, mais on a subi l'Inquisition d'Isabelle la catholique au XVe siècle. Il fallait se convertir, les Juifs catholiques, partir ou autrement zigouiller. Donc ce qu'a fait les Crémieux, mais ça ne s'appelait pas Crémieux, hein. Ils sont partis dans le village Crémieux, c'est de là qu'ils ont eu le nom. Mais il y a ce côté, parce qu'il y a un universitaire qui a écrit ce livre, La Société hébraïque de Nice, c'est super intéressant, où c'est tout à travers le commerce que ça intéressait ceux du pouvoir. Il y avait un racisme anti-juif, mais en même temps, on avait besoin d'eux pour le commerce. Il y avait de l'intérêt. Et alors en 1290, ça veut dire qu'au moment de la Révolution anglaise, ils avaient quand même de la suite dans les idées par rapport à une révolution culturelle, puisqu'ils se... C'était religieux. Oui. Et en quelque sorte, il y avait des gens qui se croyaient des descendants spirituels des Juifs. Oui. Ça voulait dire, et ils voulaient avoir la tolérance religieuse. Et dans l'Europe de l'époque, si on veut élargir ce qui était permis, tolérer les Juifs, c'était évident. Oui. Et c'était sans doute aussi en rapport avec le fait que justement, vu de loin, je ne suis pas vraiment pas spécialiste, mais l'Angleterre, elle me semble, au moment de la Révolution, quand même divisée par les religions, mais en même temps, c'est quand même acceptable, quoi. C'est une société qui... Pas de guerre de religion. Enfin, non. Hein. Et donc, ça comprend... L'Angleterre. Ah non. Et surtout en Irlande, c'était absolument... Oui, défoulé, là, l'Irlande. En Irlande, il y a encore aujourd'hui. Mais... Non. Mais quand même, ça dépend des religions en Irlande, mais on est témoin, je veux dire, dans notre génération, des batailles qu'il y a eu. Mais c'est quand même... Il y a quelques décennies, il n'y a pas longtemps. Mais c'est quand même étonnant, enfin étonnant au bon sens du terme, que voilà, ils aient voulu, la Révolution là, ait voulu réintégrer une communauté religieuse qui avait disparu, si je comprends bien. Oui, mais c'était très très petit. Je crois que la première synagogue, je crois, date du XVIIIe siècle. Ah bon? D'accord. Oui, parce que c'était... C'est étonnant quand même. Maintenant, je crois qu'il voulait dire que c'était ouvert, c'était une question presque de principe. Oui. C'était pas qu'il y avait beaucoup de monde qui venait tout de suite. Mais c'était un principe, quoi. Oui, c'était un principe. Pas comme certaines puissances religieuses et des États. Ça manifestait une ouverture d'esprit quand même. Hein. Oui. Je voulais dire aussi pour l'idéologie qu'il y avait même des auteurs à l'époque, comme je crois que c'est James Harrington, qui lui avait écrit que la structure politique d'un pays suivait la division des terres dans le pays concerné. Ah oui.
Oui. Chacun sa structure politique. Oui, que les changements politiques reflétaient les changements de division des terres ou l'inverse, mais ils étaient bien liés. Il avait écrit, c'est quoi le titre? En latin. Alors, j'essaie de prononcer le latin en français. Oceana, c'était quelque chose, une utopie. Thomas. Non, un ouvrage utopique. Océania. Océania, où il expliquait tout ça. Évidemment, il était bien assez conservateur, mais il a remarqué quand même que la structure politique correspondait avec les questions agraires dans le pays. Ce qui était, pour l'époque, hein, c'était assez remarquable. D'accord. C'est Harrington avec 2 R, H-A-R-I-N-G-T-O-N. Donc la dissolution ou la séparation de Rome, et ensuite l'acquisition des terres de l'Église. Oui, je ne connais pas les détails, mais je l'ai lu mais il y a longtemps, mais c'est quand même intéressant parce qu'il ne parlait pas de droit de vin ou etc. Il parlait des faits, la division des terres, les propriétés et la structure politique. Mais pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'important. C'est à partir de cette période de Cromwell, par exemple pour l'Angleterre, qu'ils ont commencé, et puis aussi avec la France, les autres pays aussi, d'aller dans les continents pour coloniser les pays. Oui, c'est ça. Et organiser, on peut dire un pillage. Ah oui. On peut dire s'approprier de tout ce qu'il y avait dans ces pays. La France un peu après. La France c'est un peu après, ouais, d'accord. L'Angleterre, il n'y a pas que l'Angleterre. Hein, ouais. Pour le période de Cromwell, les grandes conquêtes impériales, c'était la Jamaïque. Voilà. Je ne sais pas si c'était une idée à Cromwell ou à quelqu'un d'autre, mais ça s'est passé à cette époque-là. Voilà. Et il faut dire que si on parle des colonies, le plus grand colonie d'Angleterre à l'époque, c'était Irlande. Ah oui, bien sûr. Et c'est sérieux parce que, comme on a discuté il y a une semaine, c'était pendant l'époque des Tudors que l'Irlande qui était un royaume séparé, était refait comme colonie d'Angleterre. Ah oui, d'accord. Était rebaissé. Ah oui. Et c'était ce qui s'est duré jusqu'à 1782. Et c'est pas un accident que ce changement-là a été après la séparation des États-Unis. Ah oui, Parce qu'il y avait des gens en Irlande qui voulaient faire un peu la même chose et l'Angleterre a bien cédé des droits à l'Irlande pour empêcher évidemment que ça se fait. Quand c'est arrivé en 1998, ça poussait les Anglais à faire l'union de la Grande-Bretagne et l'Irlande. D'accord. Parce que laisser l'Irlande comme un royaume séparé n'a pas marché, enfin, n'a pas empêché la violence et les guerres. Alors ils ont fait l'union pour garantir. Ça n'a pas marché très très bien. Je veux pas en dire plus, mais c'était quand même l'idée. Mais le Jamaïque, je ne sais pas du tout comment ça faisait la conquête, si c'était facile ou difficile, ou s'il y avait des Espagnols là-bas à l'époque. Il y a eu beaucoup de batailles navales. Avec les Espagnols. Ah oui. Enfin, il y a toute la Caraïbe. Oui. Batailles navales, notamment dans la baie des Saintes. Il y a des batailles navales entre les Espagnols, les Français et les Anglais.
et notamment par la suite les Anglais, parce qu'à plusieurs reprises, ces pays, ils étaient espagnols, ensuite ils passaient sous domination anglophone, et la France arrivait. Oui. Alors quelquefois, ils se retrouvaient seuls. Les Français partaient, les Anglais aussi, tout le monde. Et puis après, la France revenait, ou l'Angleterre revenait, et après ils se sont partagés. Il y a eu beaucoup de batailles au niveau des Caraïbes. C'est ce qui s'est passé à Guyane. Guyane, c'est les Hollandais les premiers. Il y avait le Suriname qui était sous domination. Après, je crois, les Anglais ont fait une incursion, ils ne sont pas restés longtemps. Et les Français, on a été les derniers, et puis on en a fait un département d'outre-mer. Mais il y a eu chaque fois des batailles hors de l'Europe, entre Anglais, Espagnols, Hollandais. C'était un petit pays, je veux dire, ils n'ont pas eu la force de pouvoir garder les colonies, c'était les premiers, hein, puisque non, ils n'avaient pas la force. Ils n'avaient pas la force, mais c'est les premiers qui avaient une grande marine, etc., qui sont allés partout, mais ils n'avaient pas les hommes pour laisser sur place. Donc. C'est pour ça que les gens qui n'en ont pas eu beaucoup. Ouais. Alors, en ce qui concerne les Anglais, donc on est en train de dire qu'ils sont en train de se constituer un empire au XVIIe, et il faut quand même dire que cet empire, il a perduré jusqu'au XXe. Ah oui, jusqu'au XXe. Et il a continué, là je ne connais pas le détail des choses, mais il a continué de grandir cet empire jusqu'au début du XXe. Les années la fin de la Première Guerre mondiale, c'était l'apogée. Voilà, jusqu'au début du XXe. Ouais. Bon, le déclin, c'est les États-Unis qui l'ont voulu, qui l'ont décidé. Les États-Unis, ils ont tout fait pour que la Deuxième Guerre mondiale marque la fin de la suprématie impérialiste anglaise. Oui, parce que dans les Caraïbes, il y a tout le sud des Caraïbes, où il y avait les Anglais, les Français. Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, jusqu'à Trinidad. Et puis après, ils se sont fait virer par les Anglais. Et la France a gardé que la Guadeloupe et la Martinique. Ouais. Si bien que nous avons un créole, et on arrive à se comprendre avec les anciennes colonies françaises que l'Angleterre a récupéré. Donc tout le sud, nous avons le même créole. C'est un créole avec un accent anglophone, mais on se comprend. Tandis que les îles du Nord, les Français n'étaient pas par là. Il n'y avait que les Anglais et les Espagnols au nord. Et de Guadeloupe jusqu'à Trinidad, les Français étaient là pendant pas mal de temps. Et ils se sont fait virer par les Anglais. Et notamment à Marie-Galante, une île qui est dépendance de la Guadeloupe, à un moment, ils se sont retrouvés indépendants parce que les Anglais étaient partis et les Français, il n'y avait personne. Ils sont restés pas mal d'années comme ça. Puis après, la France a mis la main dessus, dépendance de la Guadeloupe. À la différence, c'est que l'Angleterre a donné l'autonomie. Moi, je les ai visités, toutes ces îles, Grenadines, jusqu'à la frontière du Venezuela. Une indépendance du Commonwealth. Par contre, nous, les Français, on a gardé la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Je veux dire, on n'a pas donné d'autonomie comme l'a fait l'Angleterre pour ces îles.